J'ai kiffé cette période de ma vie, en fait, c'était trop bien. C'est après que les problèmes sont arrivés, mais là, à cet âge-là, 14 ans, j'étais au max. Comment ça va? Bah écoute, ça va, très bien. T'es pas trop dans le rush avec la sortie de ton EP? Un petit peu, mais je m'étais entraînée à la salle avant, donc là c'est Ouais, bien, c'est ce là. que je me disais. Ça se passe bien. Dis-moi, tu as commencé la musique quand? Alors, j'ai commencé la musique jeune, je dirais à l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à pianoter, je touchais un peu à tout, mon père étant musicien, guitariste, chanteur, bah forcément à la maison il y avait des instruments, etc. Donc très très petite en fait, je me voyais déjà jouer, chanter, etc. Et après, j'ai eu la chance de faire partie d'un groupe à l'âge de 14 ans, qui est un groupe de rock, avec qui j'ai commencé les premiers concerts, les tremplins, etc. et ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui me suit depuis mon plus jeune âge. Ok, et tes parents ils t'ont bercé à quelle musique? Alors mon père du coup, musicien, lui, il reprenait en fait des sons plutôt rock des années 50-60. Ma mère, elle, une chanteuse quand même, une chanteuse, tu vois, amatrice, chanteuse de voiture, tu vois, elle chantait dans la voiture, elle a une belle voix, ma mère. Et elle, c'était plus de la variété française. Et après, moi, je me suis construite au milieu de tout ça, en piochant trop d'influences musicales différentes, quoi. Mon premier album que j'ai acheté, j'avais genre 11-12 ans, c'était l'album de Face, tu vois, qui est un album que j'ai surponcé de ouf. Après j'ai écouté du reggae, de la funk, de la new soul, etc. Tu vois, ça n'a jamais cessé en fait à la maison, c'était tout le temps de la musique, tout le temps, tout le temps. Ok, trop cool. Et c'est ça qui t'a donné envie de justement toi-même avoir tes propres CD, faire tes propres musiques et te lancer? En fait, j'ai commencé à composer mes premiers morceaux à l'âge de, je dirais 10-11 ans, parce que si tu veux, donc en gros je faisais 30 minutes de cours de piano par semaine, ce qui en soi est vraiment dérisoire. Mais pour ma défense, je faisais de la danse au conservatoire, plus l'école, plus tout ça, ma mère voulait pas me surblinder de trucs, tu vois. Donc il y avait un petit prof qui venait 30 minutes comme ça pour m'apprendre un petit peu les bases. Et en fait j'ai fait ça 2 ans, et au bout de 2 ans, donc tu vois de mes 8 à mes ouais, 10-11 ans, au bout de 2 ans, j'en ai eu marre, j'ai regardé le prof et je dis bon, moi je crois que j'ai envie juste de composer, de freestyler sur le piano. Et en fait, j'ai commencé comme ça à composer des mélodies avec des textes du coup de morceaux genre des Eagles, puisque ça traînait dans le studio de mon père, tu vois. Et donc hop, je piochais des textes au hasard et puis ça me permettait de faire de la top line et de chanter sur ce que je composais, tu vois. Donc en fait, pareil, c'est un truc qui me suit depuis toute jeune et j'ai voulu en faire quelque chose de manière professionnelle, plus à l'âge, tu vois, 19-20 ans, après le lycée, quoi. Quand à force de faire des concerts et à force de voir qu'il y avait des retours, je me suis dit, bon, ok, c'est peut-être ça ta voix, en fait, tu vois. Ouais. Il s'appelait comment ton groupe de rock quand t'avais 14 ans? Malice. On s'appelait Malice, et il y avait un batteur, un guitariste, un bassiste, tout ce qu'il y a de plus, on va dire, classique dans la formation groupe, et c'était des potes à moi du collège, tu vois, qui ont entendu un jour une vidéo de moi que j'avais faite chez moi à la maison sur Facebook. Et ils m'ont dit, mais attends, t'es chanteuse et tout, viens, on crée un band. Et on était dans le garage, tu vois. C'était vraiment un délire très, on va dire, très collège, quoi, tu vois. Et je trouvais ça trop cool. En fait, aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je suis trop... j'ai kiffé cette période de ma vie, en fait, c'était trop bien. C'est après que les problèmes sont arrivés, mais là, à cet âge-là, 14 ans, j'étais au max. J'étais au max, quoi. Et ça t'a appris beaucoup dans ta manière de travailler la musique? Ouais, bah en fait, grave, parce que j'ai été confrontée très, très jeune à d'autres êtres humains, tu vois, à d'autres façons de penser, de travailler, qui plus est des garçons. En plus de ça, tu vois, j'ai souvent été assez seule en tant que nana. Et ça me forge, tu vois, ça m'a forgé et je pense que ça m'a aidé à justement, tu vois, m'imposer plus et d'essayer de fouiller au maximum dans mes ressources, tu vois, pour m'imposer, quoi, tu vois. Donc ouais, je pense que de toute façon, rien n'arrive pour rien dans la vie et pour moi, mon parcours jusqu'à présent, quand je le regarde un petit peu, tu vois, quand je prends un peu de recul, je me dis que tout est arrivé pour une raison et que tout a contribué à ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Donc je suis très reconnaissante de toutes ces expériences-là, en fait, tu vois. Ok. Et t'as commencé à sortir des morceaux en 2018-2019. Ouais. Tu vois une différence entre ces morceaux-là et aujourd'hui ton EP qui... Ouais, grave. Bah grave, en fait, déjà à l'époque, j'écrivais en anglais, tu vois, donc il y avait une toute autre approche à la musique et à la communication, parce que c'était pas ma langue natale, donc il y avait quelque chose de moins brut, de moins transparent, si je puis dire.
Et puis entre-temps, il y a eu cette cassure aussi, je dirais d'ordre personnel, qui m'a permis de m'affranchir un petit peu, de m'accepter. Et donc de là, le français est arrivé vraiment naturellement. Donc déjà, il y a une différence de langue. Aujourd'hui, j'écris en français, c'est ma langue natale. Et puis il y a du coup l'auditeur qui est en soi dédié, pour l'instant, ma musique est dédiée à la France, en tout cas l'univers francophone. Donc forcément, c'est différent parce que l'auditeur te comprend immédiatement. Et puis musicalement, ouais, énormément. Enfin, moi, je sens que même vocalement, je pense que j'ai appris plein de trucs maintenant. Dans ma technique de prod et d'approche mélodique, pareil, je dirais pas que c'est radicalement différent parce que en soi je reste la même personne, mon ADN est la même, mais il y a quand même un bel écart, je trouve quand même. Ok, et t'as senti une différence? Là, ton dernier EP, tu l'as coécrit avec Jérôme Attal. Ouais. Déjà, comment est-ce que tu l'as rencontré et est-ce que t'as senti une différence avec le fait de justement travailler main dans la main avec quelqu'un dans l'écriture? Est-ce que c'est toi qui as décidé de parler de ces sujets-là ou est-ce qu'il t'a un peu guidé? Alors, en fait, la rencontre avec Jérôme, elle s'est produite en 2019, si je ne m'abuse, ou 2020, c'était 2020 je crois. En gros, en 2019, je fais un concert à Bordeaux, donc ma ville d'origine, au Rocher de Palmer, dans le cadre des chantiers des Francopholies. Et suite à ce concert-là, t'as la chance d'avoir un débrief, tu vois, avec des gens du milieu, des professionnels, que ce soit la SACEM ou des tourneurs, etc. Et parmi ces gens-là, dans le fameux débrief, donc clairement un débrief qui te sert à analyser un peu ton concert de la veille, tu vois. Donc je trouvais ça super de participer à ce projet-là. J'ai eu la chance de rencontrer Rodolphe Dardalon, qui fait partie d'une boîte d'édition, enfin qui est d'ailleurs le directeur d'une boîte d'édition, qui s'appelle Roy Music, et qui, pendant le débrief, m'a dit écoute, nous on te connaissait pas du tout, on a bien aimé ton énergie scénique, c'est toi qui composes, etc. Je dis ouais, et tout, franchement je t'en mets, par contre tes textes, on sent que c'est encore très jeune en français, on sent que ouais, tu démarres un peu l'écriture en français et tout. Je connais quelqu'un, j'aimerais te présenter. Je dis ok, let's go. Il me présente Jérôme Attal quelques temps après, avec qui ça match, mais genre immédiatement, humainement. Déjà juste parce que c'est... quand tu lis son Wikipédia, tu vois, t'es pleine d'appréhension. Tu dis c'est quelqu'un, il a un gros parcours d'écriture, que ce soit autant en tant qu'écrivain ou en tant que parolier. Donc, et puis en fait, quand tu rencontres l'individu, tu te rends compte que ça peut être ton pote d'école, quoi. Tu vois, c'est impressionnant son humilité, en fait, qui est charmée, et puis il est jeune de tout, tu vois, enfin, c'est fou. Et en fait, ça a matché direct. Moi, j'avais une dizaine de maquettes, déjà de préécrites, tu vois, où j'avais déjà bien abordé les sujets. Donc finalement, ça n'a pas été du travail de déconstruction. Il m'a juste aidé dans un premier temps à synthétiser un peu, tu vois, quand j'avais tendance sur 4 phrases d'affilée à dire la même chose, lui me disait, tu vois, au lieu de dire ça pendant 4 phrases, tu peux le dire juste en une phrase ou en un mot. Et en fait, ça me permet aussi, moi, de vachement mûrir aussi sur ma manière de communiquer, ma manière de me comprendre, d'appréhender les choses. Donc c'est un travail qui est musical, mais qui est bien au-delà de ça. Et on s'est jamais arrêté comme ça de collaborer. Jusqu'à aujourd'hui, où en fait, je me suis rendu compte il y a quelques temps que Jérôme m'a aussi permis d'écrire maintenant seul. C'est-à-dire, c'est un truc qu'aujourd'hui, je peux aborder facilement, c'est l'écriture solitaire, tu vois. Ça veut pas dire que je vais plus jamais rebosser avec lui, mais ça veut juste dire qu'il m'a aussi permis et de faire un projet, mais aussi sur le long terme, de pouvoir m'affranchir et de pouvoir écrire seul. Et je trouve que c'est une clé qui est magnifique, tu vois. Donc moi, Jérôme, c'est une rencontre qui a été vraiment décisive dans ma vie, dans ma jeune carrière, tu vois. Et c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement, quoi. Ok, et il y a d'autres personnes que tu as croisées qui t'ont marqué de près ou de loin? Ouais, bah évidemment. Alors, c'est pas des gens que j'ai croisés, c'est des gens qui sont encore là, okay. Bien heureusement. Mon pianiste, Play Cassie, qui est aussi mon coproducteur en studio et mon meilleur pote, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Sans lui, je pense que j'en serais pas où je suis aujourd'hui. Et c'est quelqu'un que j'adore et qui, pour moi, c'est mort. Il n'y a pas de raison pour qu'il soit pas là encore, tu vois. Même si je sais que lui aussi fait son chemin et qu'il bosse pour d'autres artistes, etc. Mais c'est quelqu'un c'est un pilier, je pense, dans mon entourage humain et musical. Mais j'ai aussi la chance de collaborer sur des projets d'artistes un peu confirmés, tu vois, notamment Nekfeu, où je sais que c'est un moment de ma vie qui, pour moi, a marqué, tu vois, en moi, et parce que, pour les mêmes raisons, parce que c'est des gens qui, à un moment donné, font partie de ta vie et qui t'apportent des choses, qui t'apportent des clés, finalement, et qui, aujourd'hui, font ce que je suis, tu vois. Donc, je suis très reconnaissante de toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'à présent, tu vois. Ok, et comment t'as fait pour
j'imagine que rencontrer énormément de personnes, ça a pu te mettre la pression dans la suite parce qu'ils peuvent avoir des attentes et tu as peur de ne pas correspondre à ces dernières. Est-ce que tu as réussi à gérer cette peur et cette angoisse de ne pas être à la hauteur ? Pour moi, ça c'est une angoisse qui sera jamais vraiment révolue. Je pense que quand t'es quelqu'un d'hypersensible et de perfectionniste et que t'as un rapport avec toi qui est assez dur, c'est un truc qui traîne dans le temps, tu vois. Donc j'ai souvent ces angoisses, elles reviennent en fait de manière perpétuelle. Je pense que ce qui fait la diff aujourd'hui, c'est que j'apprends à relativiser, à avoir un peu de recul, à me dire en fait t'es pas surhumaine, tu vois. C'est normal aussi des fois de te tromper, c'est normal de pas répondre aux attentes des uns et des autres. Je pense que le plus important c'est de répondre à ses propres attentes, tu vois. Si j'arrive moi à me réaliser déjà dans un premier temps, ce sera genre énorme, tu vois. Et après non, je pense que les gens m'ont pas vraiment mis la pression. Je crois que c'est moi qui me la mets beaucoup. Et au contraire, les autres sont plus là pour me donner la permission finalement de me tromper ou de faire des erreurs. Donc non, c'est plutôt moi qui suis mon propre tyran, tu vois. Ok. J'ai lu quelque part que tu profitais du fait d'avoir une voix et de tes chansons et du fait que tes chansons soient publiques pour faire passer des messages. Dans ton dernier EP Nombreuse, tu parles beaucoup de relationnel, d'amour. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Qu'est-ce que c'est ton rapport toi à l'amour et qu'est-ce que tu as envie de partager par rapport à ça ? Je le répète souvent ces temps-ci du coup en interview, mais ce qui me définirait le mieux, je pense que c'est ma construction, c'est vraiment basé sur les relations amoureuses notamment, tu vois. Et en fait, j'en ai tiré plein de clés, encore une fois, que ce soit positive ou négative. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, même si je suis encore jeune, j'ai l'impression d'avoir déjà exploré pas mal de thématiques et de formes d'amour, tu vois, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Ça me permet juste déjà de pouvoir les exorciser par le biais du texte et de l'écriture et de la musique, donc c'est énorme. Et surtout, si moi derrière si ça peut permettre à des jeunes filles ou des jeunes garçons de pouvoir s'identifier, de pouvoir prendre aussi le même recul, et ça c'est important pour moi, tu vois, de transmettre et de communiquer là-dessus. Ce que je peux dire par rapport à l'EP vraiment et ce que je cible, c'est qu'effectivement je parle beaucoup de relations toxiques, tu vois. Je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller au-delà de ce que racontent mes textes, parce que je pense qu'ils sont déjà suffisamment explicites. Et puis chacun a sa manière de vivre la relation toxique. Il y a des gens pour qui des actes peuvent être très violents et d'autres pour qui ça le sera moins. Je pense que c'est propre à chacun. Moi, je sais juste que j'arrive à un moment de ma vie là où justement j'ai besoin de me retrouver un peu, de pas forcément chercher l'amour, tu vois, et de plus penser à moi et finalement me rencontrer moi, tu vois, et m'aimer moi avant de me lancer dans une aventure amoureuse, tu vois. Mais encore une fois, je suis très reconnaissante aussi de ces relations-là, tu vois. Même si je peux en vouloir, je me dis que si elles n'avaient pas existé, je serais peut-être pas sereine comme je suis aujourd'hui, tu vois. Et je crois que c'est la meilleure des libérations et des libertés, c'est la sérénité, tu vois, et de se dire... En fait, c'est ok, tu vois. Je suis seule, mais c'est ok. Je fais de la musique, je rencontre plein de gens. Tu vois, il y a un après ces relations-là. En général, quand on a envie, quand t'as la volonté aussi de... Et puis quand t'es entourée, tu vois. Moi, je suis très bien entourée aussi, donc... Mais voilà, cette EP, c'est pas que je te raconte ma vie et la vie c'est de la merde et j'ai mal vécu mes relations. C'est genre, ok, j'ai mal vécu mes relations, mais... je suis là pour en témoigner, je suis encore là pour en témoigner et suis-moi parce qu'en fait l'après il est super cool en fait, tu vois. Il y a un truc un peu, tu vois, un mindset un peu positif comme ça, tu vois. Ok, et au-delà du fait de justement essayer d'aider les personnes qui vont écouter ces chansons, est-ce que toi ça a été aussi une manière de te sevrer, d'écrire là-dessus ? Mais de ouf, mais terrible. Et en plus c'est marrant que tu parles du sevrage, parce que toute la dimension qui va de pair avec souvent les relations toxiques, c'est la dépendance affective, tu vois. Ouais. Et en fait le sevrage il est essentiel et ça devrait commencer par là. Et pour moi le fait de pouvoir m'extirper de ces relations au travers d'un texte et d'une mélodie, en fait, le sevrage, il passait par là. C'est-à-dire que plutôt que d'appeler ce mec toxique parce que t'es seule et que t'angoisses, eh ben t'écris. Tu vois. Maintenant, ma réponse c'est celle-ci et je suis tellement contente d'avoir ce refuge-là. Et je souhaite vraiment à tout le monde d'avoir un outil comme ça pour s'en extirper, parce que moi ça m'a sauvée. La musique me sauve et elle me sauvera, je pense, encore et encore, parce que c'est à la fois
un refuge et c'est aussi à la fois un moyen de communication aussi. Donc quand j'ai envie de me cacher, je suis dans ma chambre et je joue avec mon petit piano. Mais quand j'ai envie de faire passer un message, j'ai de la chance, tu vois, d'être relayée, que ce soit par des médias ou par le biais d'un concert. Et ouais, cette notion de sevrage, moi c'est un truc, la musique, c'est clairement, c'est mon médicament quoi. Est-ce que t'as envie d'écrire sur cette retrouvaille de toi ou t'as envie de passer à autre chose, à un autre sujet qui tient en tout cas à cœur? Alors évidemment, là tu vois, je suis encore dans un moment de carrière où l'intérêt c'est d'être identifiable dans un premier temps, de me faire connaître, donc t'es obligé à un moment donné de faire en sorte que les choses soient ramenées vers toi et parlent de toi. Donc je pense que l'idée après l'EP là, c'est de partir sur un album où justement tu me parles de cette rencontre avec moi. Je pense qu'elle va arriver tout naturellement sur l'album et c'est déjà en train d'être rédigé, tu vois, sur mes sons. Mais l'idée c'est d'ouvrir un peu plus aussi, tu vois, parce que justement j'ai pas la prétention de vouloir raconter sur 14 morceaux ma life. À un moment donné, n'importe qui se ferait bien chier en écoutant le projet, et puis même moi, hein, je trouverais ça beaucoup trop mégalo. L'idée c'est de trouver un juste milieu entre ce que je reçois de l'autre, et donc là en l'occurrence c'est des sujets ouverts où je vais parler des autres, et ce que moi j'en fais et quel est mon rapport à moi. Et si j'arrive à trouver un juste milieu dans l'album qui arrive, là je serais très juste avec moi et je serais contente. Donc je suis vraiment en train de sciencer ça en ce moment. Pas que du je et pas que du vous, parce que je suis pas non plus une donneuse de leçons, tu vois. Je trouverais ça prétentieux finalement de vouloir donner des leçons. Donc faut trouver un juste milieu comme ça sur lequel je bosse en ce moment, voilà. D'accord. Et du coup, t'imagines bien que certainement des personnes écoutent tes chansons dans des situations qui ne sont pas spécialement très gaies. Toi, quand t'étais à leur place, t'écoutais qui? Waouh. En plus, je suis la meilleure pour ça. Hein. Je suis la meilleure pour pull-up un seul morceau toute une journée, tu vois, par exemple. Je suis une meuf du pull-up, en fait. C'est-à-dire que quand je kiffe un morceau, je vais pas forcément écouter l'album, je vais écouter le morceau, mais genre pendant des semaines et des semaines en répète, comme ça, là, repeat. Du coup, et en plus, je suis quelqu'un de très deep et de mélancolique. Donc, du coup, c'est genre, tu prends les Radiohead, Rayex, Amy Winehouse aussi, j'ai beaucoup écouté. Ouais, beaucoup d'artistes comme ça, en vrai. Moi, j'ai l'impression d'écouter que des artistes un peu tristes et mélancoliques, tu vois. En vrai. Mais Rayex, pour le coup, là, actuellement, ça fait 1 an et demi que je me saigne littéralement cet artiste que je vais voir en concert. Ouais, parce que c'est, tu vois, c'est encore le cas. C'était encore le cas ce matin. C'est un artiste que j'écoute, mais genre tout le temps, genre tout le temps. Okay. Voilà. Okay. Mais c'est... Non, mais je le dis avec beaucoup de passion parce que j'ai l'impression d'être toquée en fait. Non, mais je pense que c'est une pathologie, je pense. Comment ça arrive? Tu crois? Non, mais vraiment, j'ai l'impression d'être seule au monde. Non, je suis dans ce cas-là. Ah ouais, mais c'est trop cool en fait. La musique en boucle. Toi aussi? Ok. Oui. Personnellement, ça fait 5 ans que j'écoute Bien de nuit de Francis Cabrel à fond. Ah, mais Francis Cabrel, qu'est-ce que je l'aime aussi. Putain. On n'en peut plus. Mais ouais, mais c'est pathologique, tu vois, mais mais ça me fait un bien fou. C'est une bulle, quoi, tu vois. Et quand il y a un truc qui marche, il faut l'exploiter ouais. Jusqu'au bout, quoi. Faut y aller au bout, au max, tu vois. Et moi, je vais vers des artistes plutôt deep, tu vois, en général, mais pas pour me faire du mal. Au contraire, je crois que c'est que justement, à un moment donné, justement, dans ce tourbillon de deep, hop, ouais, après t'es éjecté comme ça, t'es propulsé et t'as pris 10 ans dans ta pomme, tu vois. Tu te dis, ah ok, j'ai compris grave de trucs et tout, c'est génial. Donc voilà, mais l'artiste vraiment, c'est Rayex. Ok. Ouais, et Radiohead aussi, parce que je suis fan de Radiohead aussi. T'as fait pas mal de premières parties. Oui. Qu'est-ce que ça t'a appris? T'en sais quoi de tout ça? C'est trop cool en vrai. C'est vrai que de mes 16 ans à aujourd'hui, j'ai eu la chance de faire plein de premières parties d'artistes très différents les uns des autres, tu vois. Donc déjà, ça m'a appris à m'adapter, tu vois, juste s'adapter à un public qui te connaît pas, qui t'attend pas. Forcément, ça te fait développer des armes de l'extrême, tu vois, parce que t'arrives et le public t'attend pas, donc c'est cool. Et puis, ça me donne beaucoup de force, tu vois, d'être soutenue par des artistes confirmés et qui donnent un peu la chance à des artistes moins confirmés et tout, donc c'est très cool. En vrai, c'est que cool, en fait, il y a rien à... Puis même, je crois que j'ai rien à dire là-dessus, si ce n'est que c'est cool et qu'il faut le ressentir, quoi. C'est un truc qui se vit plus qu'il ne se verbalise, tu vois. Ok. Ouais. Et la scène, c'est quelque chose d'important? Ah ouais, en fait, c'est vital, je crois. Enfin, moi, en tout cas, dans ma vie à moi, ça a toujours été mon meilleur moyen d'exister, de communiquer, ça a été la scène, mais depuis toute petite, vraiment, même à l'époque où je dansais, où j'étais danseuse,
c'est un truc pour moi, la scène, c'est l'endroit où je me sens le mieux et le plus safe. C'est ça qui est particulier en fait, tu vois. Ouais. C'est que moi j'ai l'impression d'être safe sur scène. Il peut rien m'arriver quoi. T'as des rituels de scène J'en avais pas du tout pendant très longtemps. Au contraire, j'étais très désinvolte. D'ailleurs, si je me regardais aujourd'hui, j'aurais envie de me taper, quoi. Genre, non, mais tu vois, c'était genre en mode je suis une rockstar, j'ai 14 ans, moi je m'en tape et tout. En fait, aujourd'hui, je suis pleine de rituels. Mais pleine de rituels. C'est devenu autant important l'avant que le pendant, tu vois, et l'après. Donc, c'est tout un rite, tu vois. Avant de monter sur scène, par exemple, j'ai besoin d'être entourée, j'ai besoin d'avoir mes gars. Et juste avant de monter sur scène, il me faut une bonne demi-heure toute seule, avec de la musique dans mes oreilles, qui n'a rien à voir avec la musique du set, mais juste un bon son qui me met bien. Et après, je suis dans le mutisme le plus total. Et dès que j'arrive sur scène, en fait, pour avoir une énergie et pour rentrer sur scène d'une manière très juste, et pas être essoufflé, et pas être dans le trop, et pas être dans le, tu vois, dans je compense et je machin, juste arriver à être super juste. Et ça, c'est chambé, c'est hyper important. Et il y a l'après. Avant, je rentrais chez moi, je voulais jamais fêter mes concerts, je voulais pas, j'étais très... Et aujourd'hui, j'ai besoin en fait d'un après-concert. J'ai besoin, parce que sans ça, la redescente, elle est violente de ouf, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai besoin d'aller prendre un verre avec mes amis, ou d'appeler ma mère, ou tu vois, d'avoir un petit moment comme ça avant de rentrer dormir, quoi. Ok. Voilà, c'était les rituels de Naé. Vous avez moins 15% sur le site. Tu espères quoi de Nombreuse? J'espère que ce projet va m'apporter de nombreuses opportunités. Et plein de concerts. L'album qui va arriver, qui j'espère répondra un petit peu aussi à Nombreuses, mais en mieux, tu vois. Donc j'espère un bel album, j'espère plein de retours positifs. J'espère plein de choses en fait, en soi. Plein de trucs trop cool. Que je dirais pas, du coup, parce que je suis croyante et que j'ai pas envie de verbaliser trop de mes ambitions et mes espérances, mais il y a plein de choses que j'espère, ouais, bien sûr. Ça marche. Et si tu avais face à toi la toi de 10 ans? Qui a 10 ans? Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, c'est chaud. Ah, je dirais que ça va aller. Je dirais que ça va aller et que... Et en fait, je crois que j'aimerais pas lui parler. Parce que pendant longtemps, tu vois, je me posais cette question. C'est de parler à ton enfant et tout. Je crois que j'ai envie de rien lui dire parce que tout ce que je traverse me construit, me forge, me définit. Et si j'avais trop dit à la gamine de 10 ans, elle aurait pas vécu tout ce que j'ai vécu. Et ça se trouve, aujourd'hui, ce serait une connasse bobo, tu vois, qui aurait aucune empathie, qui ferait peut-être même pas de musique, tu vois, et qui serait... dénué d'empathie, de sensibilité. Donc en fait, non, je dirais juste que ça va aller, faut pas qu'elle s'inquiète. Mais fais tes bails, quoi. Je dirais fais tes bails. C'est quoi? Fais tes erreurs, fais tes trucs. Parce que c'est grâce à ça que j'en suis là et ce sera encore le cas, j'espère. J'espère encore faire plein d'erreurs et encore avoir plein de moments comme ça de doute. Parce que c'est ce qui me construit et c'est ce qui me fait me sentir vivante aussi, tu vois. Donc ouais, je dirais que ça va aller. Ça va aller, ma belle. T'inquiète. Ça va aller. Merci beaucoup, Naé. Merci à vous. Merci, jolie môme.